Dans un coin caché de la vaste bibliothèque du temps, entre des étagères chargées de l'histoire de l'humanité, se trouve un ancien parchemin, un trésor parmi les reliques oubliées. Sur ces pages jaunies repose l'héritage d'un stratège légendaire, dont les mots ont transcendé les siècles pour guider ceux qui recherchent la victoire dans le conflit le plus sublime, la guerre. Le vent murmure entre les lignes de ce manuscrit ancestral, tandis que la sagesse du grand maître Sun Tzu se déploie avec la majesté d'un dragon prenant son envol. Chaque mot est une arme, chaque conseil un bouclier, et à travers les pages de ce traité se déroule un ballet de tactiques et de stratégies, tel un armée en formation parfaite marchant vers la gloire. Depuis les collines brumeuses de la Chine ancienne jusqu'aux champs de bataille modernes, l'art de la guerre de Sun Tzu a transcendé le temps et l'espace, éclairant le chemin vers la victoire pour ceux qui cherchent à l'atteindre. Plongez dans ce voyage épique où l'ingéniosité et la ruse sont des armes plus puissantes que la force brute, et découvrez les secrets qui ont forgé des empires et renversé des tyrans à travers les siècles. Chapitre 1. Sur l'évaluation. Sun Tzu dit que la guerre est d'une importance vitale pour l'État. C'est le domaine de la vie ou de la mort, le chemin vers la survie ou la perte de l'empire. Il est impératif de la gérer avec soin. Ne pas réfléchir sérieusement à tout ce qui la concerne, c'est faire preuve d'une indifférence coupable envers la conservation ou la perte de ce que nous chérissons le plus. Nous devons l'évaluer en termes de 5 facteurs fondamentaux et faire des comparaisons entre les différentes conditions des camps ennemis afin de déterminer le résultat de la guerre. Le premier de ces facteurs est la doctrine, le deuxième est le temps, le troisième est le terrain, le quatrième est le commandement et le cinquième est la discipline. La doctrine signifie ce qui permet au peuple d'être en harmonie avec son dirigeant, de le suivre sans craindre pour sa vie ni courir de danger. Le temps comprend le yin et le yang, la nuit et le jour, le froid et la chaleur, les jours clairs ou pluvieux, et le changement des saisons. Le terrain implique les distances et fait référence à la facilité ou à la difficulté de se déplacer, et s'il s'agit de champs ou de lieux étroits, ce qui influence les chances de survie. Le commandement a des qualités telles que la sagesse, la sincérité, la bienveillance, le courage et la discipline. Enfin, la discipline doit être comprise comme l'organisation de l'armée, les grades et les rangs entre les officiers, la régulation des routes d'approvisionnement et la fourniture de matériel militaire à l'armée. Ces 5 facteurs fondamentaux doivent être connus de chaque général. Celui qui les maîtrise l'emporte, celui qui ne le fait pas est vaincu. Par conséquent, lors de l'élaboration des plans, les 7 facteurs suivants doivent être comparés en évaluant chacun avec le plus grand soin. Quel dirigeant est le plus sage et le plus capable? Quel commandant possède le plus de talent? Quelles sont les forces naturelles et terrestres dont bénéficie l'armée? Où les règlements et les instructions sont-ils le mieux observés? Quelles troupes sont les plus fortes? Quelle armée a les officiers et les troupes les mieux entraînées? Quelle armée administre récompenses et punitions de manière plus équitable? En étudiant ces 7 facteurs, je serai en mesure de deviner quel camp sortira vainqueur et lequel sera vaincu. Le général qui suit mes conseils est assuré de vaincre. Celui qui ignore mes conseils sera certainement défait et devrait être destitué. Après avoir pris en compte mes conseils et mes plans, le général doit créer une situation qui favorise leur mise en œuvre. Par situation, je veux dire qu'il doit tenir compte de la situation du terrain et agir selon ce qui lui est avantageux. L'art de la guerre repose sur la tromperie. Par conséquent, lorsque l'on est capable d'attaquer, il faut feindre l'incapacité. Lorsque les troupes se déplacent, feindre l'inactivité. Si l'ennemi est proche, lui faire croire qu'il est loin. S'il est loin, lui faire croire qu'il est proche. Mettez des appâts pour attirer l'ennemi. Frappez l'ennemi lorsqu'il est désorganisé. Préparez-vous contre lui lorsqu'il est sûr. Partout, évitez-le pendant un certain temps lorsqu'il est plus fort. Si votre adversaire a un tempérament colérique, essayez de l'irriter. S'il est arrogant, essayez de flatter son ego. Si les troupes ennemies sont bien préparées après une réorganisation, essayez de les désorganiser. Si elles sont unies, semez la discorde parmi elles. Attaquer l'ennemi lorsqu'il n'est pas préparé et apparaître lorsqu'il ne s'y attend pas.
Ce sont les clés de la victoire pour le stratège. Maintenant, si les estimations avant la bataille indiquent la victoire, c'est parce que les calculs soigneusement effectués montrent que vos conditions sont plus favorables que celles de l'ennemi. Si elles indiquent la défaite, c'est parce qu'elles montrent que les conditions favorables à la bataille sont moindres. Avec une évaluation soigneuse, on peut vaincre. Sans elle, on a beaucoup moins de chances de succès. Grâce à cette méthode, on peut examiner la situation et le résultat apparaît clairement. Chapitre 2. Sur le déclenchement des actions. Une fois la bataille commencée, même si vous êtes en train de gagner, continuer pendant longtemps découragera vos troupes et émoussera votre épée. Si vous assiégez une ville, vous épuiserez vos forces. Si vous maintenez votre armée en campagne pendant longtemps, vos provisions seront épuisées. Les armes sont des instruments de malheur, les utiliser pendant longtemps produira des calamités. Comme il a été dit, ceux qui tuent avec l'épée mourront par l'épée. Lorsque vos troupes sont découragées, que votre épée est émoussée, que vos forces sont épuisées et que vos provisions sont rares, même vos proches se serviront de votre faiblesse pour se révolter. Ainsi, même si vous avez des conseillers avisés, vous ne pourrez finalement pas réussir. Pour cette raison, j'ai entendu parler d'opérations militaires qui ont été maladroites et soudaines, mais je n'ai jamais vu aucun expert en art militaire prolonger une campagne. Il n'est jamais bénéfique pour un pays de laisser une opération militaire se prolonger longtemps. Comme on le dit couramment, soyez rapide comme le tonnerre qui gronde avant que vous n'ayez pu couvrir vos oreilles, rapide comme l'éclair qui brille avant que vous n'ayez pu cligner des yeux. Ainsi, ceux qui ne sont pas totalement conscients de la désavantage d'utiliser les armes ne peuvent pas être totalement conscients des avantages de les utiliser. Ceux qui utilisent habilement les moyens militaires ne mobilisent pas leurs troupes 2 fois, ni ne fournissent de la nourriture 3 fois pour le même objectif. Cela signifie qu'il ne faut pas mobiliser le peuple plus d'1 fois par campagne, et qu'immédiatement après avoir remporté la victoire, il ne faut pas revenir dans son propre pays pour effectuer une 2e mobilisation. Au début, cela signifie fournir de la nourriture à ses propres troupes, mais ensuite, retirer la nourriture à l'ennemi. Si vous prenez des armes et des provisions de votre propre pays, mais que vous enlevez la nourriture à l'ennemi, vous pouvez être bien approvisionné en armes et en provisions. Lorsqu'un pays s'appauvrit en raison des opérations militaires, cela est dû au transport de provisions depuis un endroit lointain. Si vous les transportez depuis un endroit lointain, le peuple s'appauvrira. Ceux qui habitent près de l'endroit où se trouve l'armée peuvent vendre leurs récoltes à des prix élevés, mais cela met fin au bien-être de la majorité de la population. Lorsque les provisions sont transportées très loin, les gens sont ruinés en raison du coût élevé sur les marchés près de l'armée. Ainsi, de longues campagnes militaires sont une plaie pour le pays. Lorsque les ressources sont épuisées, les impôts sont collectés sous pression. Lorsque le pouvoir et les ressources sont épuisés, le pays est ruiné. On prive le peuple d'une grande partie de son budget, tandis que les dépenses du gouvernement pour les armements augmentent. Les habitants sont la base d'un pays, la nourriture est le bonheur du peuple. Le prince doit respecter ce fait et être sobre et austère dans ses dépenses publiques. Par conséquent, un général intelligent lutte pour priver l'ennemi de sa nourriture. Chaque portion de nourriture prise à l'ennemi équivaut à 20 que vous vous fournissez vous-même. Ainsi, ce qui détruit l'ennemi, c'est l'imprudence et la motivation des vôtres à tirer parti des avantages de l'adversaire. Lorsque vous récompensez vos hommes avec les bénéfices que détenaient les adversaires, vous les incitez à combattre par leur propre initiative, et ainsi, vous pouvez acquérir le pouvoir et l'influence que détenait l'ennemi. C'est pourquoi on dit que là où il y a de grandes récompenses, il y a des hommes courageux. Par conséquent, dans une bataille de chars, récompensez d'abord celui qui prend au moins 10 chars. Si vous récompensez tout le monde, il n'y en aura pas assez pour tous. Ainsi, offrez une récompense à un soldat pour encourager tous les autres. Changez les couleurs des soldats ennemis faits prisonniers et mélangez-les avec les vôtres. Traitez bien les soldats et portez attention à eux. Les soldats prisonniers doivent être bien traités pour qu'ils se battent pour vous à l'avenir. Cela s'appelle vaincre l'adversaire et augmenter en même temps vos propres forces. Si vous utilisez l'ennemi pour vaincre l'ennemi, vous serez puissant partout où vous irez.
Ainsi, la chose la plus importante dans une opération militaire est la victoire et non la persistance. Cette dernière n'est pas bénéfique. Une armée est comme un feu. Si vous ne l'éteignez pas, elle se consumera d'elle-même. Ainsi, nous savons que celui qui est à la tête de l'armée est responsable des vies des habitants et de la sécurité de la nation. Chapitre 3. Sur les propositions de la victoire et de la défaite. En règle générale, il est préférable de conserver un ennemi intact plutôt que de le détruire, capturer ses soldats pour les conquérir et dominer ses chefs. Comme le disait un général, pratiquez les arts martiaux, évaluez la force de vos adversaires, faites en sorte qu'ils perdent leur esprit et leur direction, de sorte que même si l'armée ennemie est intacte, elle soit inutile. C'est gagner sans violence. Si vous détruisez l'armée ennemie et tuez ses généraux, attaquez ses défenses, rassemblez une foule et usurpez son territoire, tout cela est gagné par la force. C'est pourquoi ceux qui remportent toutes les batailles ne sont pas vraiment des professionnels. Les meilleurs maîtres de l'art de la guerre sont ceux qui parviennent à rendre impuissants les armées ennemies sans combattre. Les guerriers supérieurs attaquent alors que les ennemis élaborent leurs plans, puis défont leurs alliances. C'est pourquoi un grand empereur disait que celui qui se bat pour la victoire contre des épées nues n'est pas un bon général. La pire tactique est d'attaquer une ville assiégée. Assiéger une ville ne doit être fait qu'en dernier recours. Il faut au moins 3 mois pour préparer vos engins et 3 autres pour coordonner les ressources de votre siège. Il ne faut jamais attaquer par colère et précipitation. Il est conseillé de prendre le temps de planifier et de coordonner. Ainsi, un vrai maître des arts martiaux bat d'autres forces ennemies sans bataille, conquiert d'autres villes sans les assiéger et détruit d'autres armées sans y passer beaucoup de temps. Un maître expert en arts martiaux déjoue les plans des ennemis, gâche leurs relations et alliances, coupe leurs approvisionnements ou bloque leur chemin, gagnant ainsi par ses tactiques sans avoir à combattre. Il est impératif de lutter contre toutes les factions ennemies pour obtenir une victoire complète, de sorte que votre armée ne soit pas acculée et que le bénéfice soit total. C'est là la loi du siège stratégique. La victoire complète survient lorsque l'armée ne combat pas, que la ville n'est pas assiégée, que la destruction ne dure pas longtemps et que, dans chaque cas, l'ennemi est vaincu par l'utilisation de la stratégie. Ainsi, la règle de l'utilisation de la force est la suivante. Si vos forces sont 10 fois supérieures à celles de l'adversaire, encerclez-le. S'ils sont 5 fois supérieurs, attaquez-le. S'ils sont 2 fois supérieurs, divisez-les. Si vos forces sont égales en nombre, combattez et vous le pourrez. Si vos forces sont inférieures, restez constamment sur vos gardes, car la moindre erreur pourrait vous causer les pires conséquences. Essayez de vous tenir à l'abri et évitez autant que possible un affrontement ouvert avec lui. La prudence et la fermeté d'un petit nombre de personnes peuvent épuiser et dominer même de nombreuses armées. Ce conseil s'applique lorsque tous les facteurs sont équivalents. Si vos forces sont en ordre, alors que les leurs sont plongés dans le chaos, si vous et vos forces êtes moralement élevés et qu'ils sont démoralisés. Ainsi, même s'ils sont plus nombreux, vous pouvez entrer en bataille. Si vos soldats, vos forces, votre stratégie et votre courage sont inférieurs à ceux de votre adversaire, alors vous devez battre en retraite et chercher une issue. En conséquence, si le camp le plus petit est obstiné, il tombera prisonnier du plus grand. Cela signifie que si une petite armée ne fait pas une évaluation appropriée de sa puissance et ose s'opposer à une grande puissance, aussi solide soit sa défense, elle sera inévitablement conquise. Si elle ne peut pas être forte mais ne sait pas non plus être faible, elle sera vaincue. Les généraux sont les serviteurs du peuple. Lorsque leur service est complet, le peuple est fort. Lorsque leur service est défectueux, le peuple est faible. Ainsi, il existe 3 façons dont un prince conduit l'armée à la catastrophe, lorsque, ignorant les faits, il ordonne à ses armées d'avancer ou de se retirer. Lorsqu'elles ne doivent pas le faire, cela s'appelle immobiliser l'armée. Lorsque le prince ignore les affaires militaires, mais partage équitablement le commandement de l'armée, les soldats deviennent confus. Lorsque le prince ignore comment mener les manœuvres militaires, mais partage également sa direction, les soldats hésitent. Une fois que les armées sont confuses et hésitantes,
Les problèmes surgissent des adversaires. Cela s'appelle perdre la victoire en perturbant l'aspect militaire. Si vous essayez d'utiliser les méthodes d'un gouvernement civil pour diriger une opération militaire, l'opération sera confuse. Ceux qui réussissent sont ceux qui savent quand combattre et quand ne pas combattre, qui savent discerner quand utiliser beaucoup ou peu de troupes, qui ont des troupes dont les rangs supérieurs et inférieurs poursuivent le même objectif, qui se préparent à des ennemis non préparés, qui ont des généraux compétents et non limités par leur gouvernement civil. Ce sont là les 5 façons de reconnaître le futur vainqueur. Parler du prince comme étant celui qui donne des ordres en tout et comme le général demandant la permission au prince pour éteindre un feu. Lorsqu'il est autorisé, il ne reste que des cendres. Si vous connaissez les autres et vous connaissez vous-même en 100 batailles, vous ne courrez aucun danger. Si vous ne connaissez pas les autres mais vous connaissez vous-même, vous perdrez une bataille et en gagnerez une autre. Si vous ne connaissez ni les autres ni vous-même, vous courez un danger à chaque bataille. Chapitre 4 sur la mesure dans la disposition des moyens. Autrefois, les guerriers experts se rendaient invincibles d'abord eux-mêmes, puis attendaient pour découvrir la vulnérabilité de leurs adversaires. Se rendre invincible signifie se connaître soi-même. Attendre pour découvrir la vulnérabilité de l'adversaire signifie connaître les autres. L'invincibilité réside en soi, la vulnérabilité en l'adversaire. C'est pourquoi les guerriers experts peuvent être invincibles, mais ne peuvent pas rendre leurs adversaires vulnérables. Si les adversaires n'ont pas d'ordre de bataille sur lequel s'informer, ni de négligence ou de faille à exploiter, comment pouvez-vous les vaincre même s'ils sont bien équipés? C'est pourquoi on dit que la victoire peut être perçue mais pas fabriquée. L'invincibilité est une question de défense, la vulnérabilité une question d'attaque. Tant que vous n'avez pas observé les vulnérabilités dans l'ordre de bataille des adversaires, cachez votre propre formation d'attaque et préparez-vous à être invincible pour vous préserver. Lorsque les adversaires ont des ordres de bataille vulnérables, c'est le moment de passer à l'attaque. La défense est pour les temps de pénurie, l'attaque pour les temps d'abondance. Les experts en défense se cachent dans les profondeurs de la terre, les experts en manœuvre d'attaque se cachent dans les hauteurs du ciel. De cette manière, ils peuvent se protéger et remporter la victoire totale. En situation de défense, ils éteignent les voies et effacent les traces, cachés comme des fantômes et des esprits sous terre, invisibles pour tous. En situation d'attaque, leur mouvement est rapide et leur cri fulgurant, rapide comme le tonnerre et l'éclair, pour ceux contre qui on ne peut se préparer. Bien que venant du ciel, prévoir la victoire lorsque n'importe qui peut la connaître ne constitue pas une véritable habileté. Tout le monde loue la victoire remportée en bataille, mais cette victoire n'est pas vraiment bonne. Tout le monde loue la victoire en bataille, mais ce qui est vraiment souhaitable est de pouvoir voir le monde subtil et de se rendre compte du monde caché au point d'être capable d'atteindre la victoire là où elle n'existe pas. Il ne faut pas beaucoup de force pour soulever un cheveu, il n'est pas nécessaire d'avoir une vue perçante pour voir le soleil et la lune, ni d'avoir une ouïe fine pour entendre le grondement du tonnerre. Ce que tout le monde connaît n'est pas appelé sagesse. La victoire sur les autres obtenue par la bataille n'est pas considérée comme une bonne victoire. Dans l'Antiquité, ceux qui étaient connus comme de bons guerriers gagnaient quand il était facile de gagner. Si vous êtes seulement capable de garantir la victoire après avoir affronté un adversaire dans un conflit armé, cette victoire est une dure victoire. Si vous êtes capable de voir le subtil et de vous rendre compte de l'occulte en perturbant l'ordre de bataille, la victoire ainsi obtenue est une victoire facile. Par conséquent, les victoires des bons guerriers ne se distinguent ni par leur intelligence ni par leur bravoure. Ainsi, les victoires qu'ils remportent en bataille ne sont pas dues à la chance. Leur victoire n'est pas le fruit du hasard, mais est due à leur position préalablement acquise pour gagner en sécurité en se superposant à ceux qui ont déjà perdu d'avance. La grande sagesse n'est pas évidente. Le grand mérite n'est pas annoncé. Lorsque vous êtes capable de voir le subtil, il est facile de gagner. Que cela a-t-il à voir avec l'intelligence ou la bravoure?
Lorsque les problèmes sont résolus avant qu'ils ne surviennent, qui appelle cela de l'intelligence? Lorsqu'il y a des victoires sans bataille, qui parle de bravoure? Par conséquent, les bons guerriers prennent position sur un terrain où ils ne peuvent pas perdre et ne négligent pas les conditions qui rendent leur adversaire susceptible d'être vaincu. Un général victorieux gagne d'abord et engage ensuite la bataille, tandis qu'un général vaincu se bat d'abord et tente ensuite de gagner la victoire. C'est la différence entre ceux qui ont une stratégie et ceux qui n'ont pas de plan prémédité. Les règles militaires sont 5. Mesure, évaluation, calcul, comparaison et victoire. Le terrain donne lieu aux mesures. Celles-ci entraînent les évaluations. Celles-ci entraînent les calculs. Ceux-ci entraînent les comparaisons et les comparaisons donnent lieu aux victoires. Par les comparaisons des dimensions, vous pouvez savoir où se trouve la victoire ou la défaite. Par conséquent, une armée victorieuse est comme un kilogramme comparé à un gramme. Une armée vaincue est comme un gramme comparé à un kilogramme. Lorsque le vainqueur parvient à faire en sorte que son peuple se batte comme s'il dirigeait un grand cours d'eau vers un profond canyon, c'est une question d'ordre de bataille. Lorsque l'eau s'accumule dans un profond canyon, personne ne peut mesurer sa quantité, tout comme notre défense ne montre pas sa forme. Lorsque l'eau est relâchée, elle se précipite vers le bas comme un torrent, de la même manière que notre propre attaque. Chapitre 5. Sur la fermeté. La force et l'énergie accumulée ou perçues, c'est très changeant. Les experts peuvent vaincre l'ennemi en créant une perception favorable chez eux, obtenant ainsi la victoire sans avoir besoin d'exercer leur force. Gouverner sur de nombreuses personnes, comme si elles étaient peu nombreuses, est une question de les diviser en groupes ou en secteurs, c'est l'organisation. Combattre un grand nombre de troupes comme si elles étaient peu nombreuses est une question de démontrer la force. Symboles et signaux se réfèrent à obtenir une perception de force et de pouvoir dans l'opposition. Sur le champ de bataille, cela concerne les formations et les drapeaux utilisés pour déployer les troupes et coordonner leurs mouvements. Faire en sorte que l'armée soit capable de combattre contre l'adversaire sans être défaite est une question d'utiliser des méthodes orthodoxes ou hétérodoxes. L'orthodoxie et l'hétérodoxie ne sont pas quelque chose de fixe, mais sont utilisés comme un cycle. Un empereur, qui était un célèbre guerrier et administrateur, parlait de manipuler les perceptions des adversaires sur ce qui est orthodoxe et hétérodoxe, puis d'attaquer de manière inattendue en combinant les deux méthodes jusqu'à les transformer en une, devenant ainsi indéfinissable pour l'ennemi. L'effet des forces est comme celui de pierres jetées sur des œufs. C'est une question de plein et de vide. Lorsque vous amenez les adversaires à vous attaquer sur votre territoire, leur force est toujours vide en infériorité, alors que tant que vous ne rivalisez pas dans ce que vous faites de mieux, votre force sera toujours pleine. Attaquer avec le vide contre le plein, c'est comme jeter des pierres sur des œufs, ils se brisent sûrement. Lorsque vous engagez une bataille directe, la victoire se gagne par surprise. L'attaque directe est orthodoxe, l'attaque indirecte est hétérodoxe. Il n'y a que 2 types d'attaques en bataille, l'extraordinaire par surprise et le direct ordinaire, mais leurs variantes sont innombrables. L'orthodoxie et l'hétérodoxie s'engendrent mutuellement comme un cercle sans début ni fin. Qui pourrait les épuiser? Lorsque la vitesse de l'eau qui coule atteint le point où elle peut déplacer les pierres, c'est la force directe. Lorsque la vitesse et la maniabilité du faucon sont telles qu'il peut attaquer et tuer, c'est la précision. Il en va de même pour les guerriers experts, leur force est rapide, leur précision précise. Leur force est comme celle d'une catapulte, leur précision est de toucher la cible prévue et de causer l'effet attendu. Le désordre provient de l'ordre, la lâcheté découle du courage, la faiblesse naît de la force. Si vous voulez feindre le désordre pour convaincre vos adversaires et les distraire, vous devez d'abord organiser l'ordre, car c'est seulement alors que vous pouvez créer un désordre artificiel. Si vous voulez feindre la lâcheté pour connaître la stratégie de vos adversaires, vous devez d'abord être extrêmement courageux, car c'est seulement alors que vous pouvez agir comme timide, de manière artificielle. Si vous voulez feindre la faiblesse pour induire l'arrogance chez vos ennemis, vous devez d'abord être extrêmement fort.
car c'est seulement alors que vous pouvez prétendre être faible. L'ordre et le désordre sont une question d'organisation, la lâcheté est une question de courage, l'impétuosité est une question de force, et la faiblesse est une question de formation. En bataille, lorsque l'armée a la force de l'impétuosité et de la perception, même le timide devient courageux, tandis que lorsqu'elle perd la force de l'impétuosité, même le courageux devient timide. Rien n'est fixé dans les lois de la guerre. Celle-ci se développe sur la base de l'impétuosité. Avec l'astuce, on peut anticiper et faire en sorte que les adversaires se convainquent eux-mêmes de la manière de procéder et de bouger. Cela les aide à marcher sur le chemin qu'on leur trace. On fait bouger les ennemis avec la perspective du triomphe pour qu'ils tombent dans l'embuscade. Les bons guerriers recherchent l'efficacité en bataille à partir de la force de l'impétuosité et de la perception, et ne dépendent pas seulement de la force de leurs soldats. Ils sont capables de choisir les meilleures personnes, de les déployer correctement et de laisser la force de l'impétuosité atteindre ses objectifs. Lorsqu'il y a enthousiasme, conviction, ordre, organisation, ressources et engagement des soldats, vous avez la force de l'impétuosité et le timide est courageux. Ainsi, il est possible d'attribuer aux soldats des tâches et des responsabilités en fonction de leurs capacités et compétences. Le courageux peut combattre, le prudent peut servir de sentinelle, et l'intelligent peut étudier, analyser et communiquer. Chacun est utile. Amener les soldats à combattre en laissant la force de l'impulsion faire son travail, c'est comme faire rouler des rochers. Les rochers restent immobiles lorsqu'ils sont sur un terrain plat, mais roulent sur une pente. Ils restent fixes s'ils sont carrés, mais tournent s'ils sont ronds. Ainsi, lorsqu'on conduit les hommes à la bataille avec astuce, l'impulsion est comme des rochers ronds, précipités en aval de la montagne. C'est cette force qui produit la victoire. Chapitre 6. Sur le plein et le vide. Ceux qui anticipent se préparent et arrivent d'abord sur le champ de bataille, attendant l'adversaire dans une position reposée. Ceux qui arrivent en dernier sur le champ de bataille, qui improvisent et entrent en combat, se retrouvent épuisés. Les bons guerriers amènent les adversaires à eux et ne se laissent en aucun cas attirer hors de leur forteresse. Si vous faites venir les adversaires à vous pour combattre, leur force sera toujours vide. Si vous ne sortez pas pour combattre, votre force sera toujours pleine. C'est l'art de vider les autres et de vous remplir vous-même. Ce qui pousse les adversaires à venir vers vous de leur propre chef, c'est la perspective de la victoire. Ce qui décourage les adversaires de venir vers vous, c'est la probabilité de subir des dommages. Lorsque les adversaires sont en position favorable, vous devez les fatiguer. Lorsqu'ils sont bien nourris, coupez leurs provisions. Lorsqu'ils se reposent, mettez-les en mouvement. Attaquez de manière inattendue pour les épuiser en courant, pour sauver leur vie. Interrompez leurs provisions, détruisez leurs champs et coupez leurs voies d'approvisionnement. Apparaissez dans des endroits critiques et attaquez là où ils s'y attendent le moins, les obligeant à venir à la rescousse. Apparaissez là où ils ne peuvent pas aller, dirigez-vous là où ils s'y attendent le moins. Pour vous déplacer sur des centaines de kilomètres sans fatigue, traversez des terres désertes. Attaquer un espace ouvert ne signifie pas seulement un espace où l'ennemi n'a pas de défense. Tant que leur défense n'est pas stricte et que le lieu n'est pas bien gardé, les ennemis se disperseront devant vous comme si vous traversiez un territoire désert pour prendre ce que vous attaquez. Attaquez là où il n'y a pas de défense pour maintenir une défense sûre et infaillible. Défendez là où il n'y a pas d'attaque. Ainsi, dans le cas de ceux qui sont des experts en attaque, leurs ennemis ne savent pas où attaquer. Lorsque les instructions sont suivies, les gens sont sincèrement loyaux et engagés. Les plans et les préparatifs de défense sont fermement implantés, avec tant de subtilité et de réserve que les stratégies ne sont révélées d'aucune manière, et les adversaires se sentent incertains, leur intelligence ne leur sert à rien. Soit extrêmement subtil, discret, jusqu'à n'avoir pas de forme, complètement mystérieux et confidentiel, jusqu'à être silencieux. Ainsi, vous pourrez diriger le destin de vos adversaires,
Avancez sans rencontrer de résistance. Frappez leurs points faibles pour vous retirer de manière esquivante. Soyez plus rapide qu'eux. Les situations militaires sont basées sur la vitesse. Arrivez comme le vent, déplacez-vous comme l'éclair, et les adversaires ne pourront pas vous vaincre. Ainsi, lorsque vous voulez entrer en bataille, même si l'adversaire est retranché dans une position défensive, il ne pourra pas éviter le combat si vous attaquez là où il doit venir, irrémédiablement à la rescousse. Lorsque vous ne voulez pas entrer en bataille, même si vous tracez une ligne sur le terrain que vous voulez conserver, l'adversaire ne peut pas combattre contre vous, car vous lui donnez une fausse piste. Cela signifie que lorsque les adversaires viennent pour vous attaquer, vous ne combattez pas avec eux, mais vous établissez un changement stratégique pour les dérouter et les remplir d'incertitudes. Par conséquent, lorsque vous incitez les autres à former une formation, tout en restant vous-même dans la forme, vous êtes concentré, tandis que votre adversaire est divisé. Faites en sorte que les adversaires voient comme extraordinaire ce qui est ordinaire pour vous, et comme ordinaire ce qui est extraordinaire pour vous. C'est ainsi que vous incitez l'ennemi à former une formation. Une fois que la formation de l'adversaire est vue, concentrez vos troupes contre lui. Comme votre formation n'est pas visible, l'adversaire divisera sévèrement ses forces. Alors que vous êtes concentrés, formant une seule force, l'ennemi est divisé en 10. Vous attaquez une concentration de 1 contre 10. Ainsi, si vos forces surpassent les leurs, en attaquant quelques soldats avec beaucoup, vous décimerez le nombre de vos adversaires. Lorsque vous êtes solidement retranchés derrière de bonnes barricades et que vous ne laissez filtrer aucune information sur vos forces, sortez sans formation précise, attaquez et conquérez de manière irrésistible. Ils ne doivent pas connaître où vous pensez livrer la bataille, car quand l'ennemi est inconnu, il met en place de nombreux postes de surveillance, et au moment où de nombreux postes sont établis, vous n'avez qu'à combattre de petites unités. Ainsi, lorsque son avant-garde est prête, son arrière-garde est déficiente, et quand son arrière-garde est prête, son avant-garde présente des points faibles. Les préparations de son aile droite signifient une faiblesse à gauche. Les préparations partout signifient une vulnérabilité partout. Si les troupes sont en garde à de nombreux endroits, elles sont forcément dispersées en petites unités. Lorsque vous avez beaucoup moins de soldats que les autres, comment ce facteur peut-il vous aider à obtenir la victoire si vous ne connaissez pas le lieu et la date de la bataille? Même si vos troupes sont plus nombreuses que les leurs, comment pouvez-vous savoir si vous allez gagner ou perdre si vous ne connaissez pas le lieu et la date de la bataille? Ainsi, on dit que la victoire peut être créée si vous faites en sorte que les adversaires ne connaissent ni le lieu ni la date de la bataille. Vous pouvez toujours vaincre, même si les ennemis sont nombreux. Vous pouvez les amener à ne pas entrer en combat. Donc, évaluez-les pour découvrir leur plan et déterminer quelle stratégie peut réussir et laquelle ne le peut pas. Incitez-les à l'action pour découvrir quel est leur schéma général de mouvement et reposez-vous. Faites quelque chose contre eux pour attirer leur attention, découvrez leurs habitudes de comportement d'attaque et de défense, incitez-les à adopter des formations spécifiques pour découvrir leurs points faibles. Ainsi, le point final de la formation d'une armée est d'atteindre la non-forme. Quand vous n'avez pas de forme, les informateurs ne peuvent rien découvrir, car l'information ne peut pas créer une stratégie. Une fois que vous n'avez pas de forme perceptible, vous ne laissez pas de traces qui peuvent être suivies. Les informateurs ne trouvent aucune faille à travers laquelle regarder, et ceux qui sont en charge de la planification ne peuvent pas établir de plan réalisable. La victoire sur les foules par des formations précises doit être inconnue des foules. Tout le monde connaît la forme par laquelle il est devenu vainqueur, mais personne ne connaît la forme par laquelle il a assuré la victoire. Par conséquent, la victoire en guerre n'est pas répétitive, mais adapte continuellement sa forme. Déterminer les changements appropriés signifie ne pas répéter les stratégies précédentes pour obtenir la victoire. Pour y parvenir, je peux m'adapter dès le début à toute formation que les adversaires peuvent adopter. Les formations sont comme l'eau. La nature de l'eau est d'éviter le plein et d'attaquer le vide. Le flux de l'eau est déterminé par la terre. La victoire vient du fait de l'adversaire. Ainsi, une armée n'a pas de formation constante,
Tout comme l'eau n'a pas de forme constante, le génie est appelé la capacité d'obtenir la victoire, en changeant et en s'adaptant selon l'ennemi. Donc, rassemblez d'abord les autorités civiles, puis rassemblez et concentrez les troupes en les casernant ensemble. Rien n'est plus difficile que le combat armé, se battre contre d'autres face à face pour obtenir des avantages est la tâche la plus ardue au monde. La difficulté du combat armé réside dans le rapprochement des distances longues et dans la conversion des problèmes en avantages, tout en donnant l'apparence d'être très loin. Vous commencez votre chemin et arrivez avant l'ennemi, ce qui rend son trajet plus long en l'attirant dans l'espoir de gagner. Lorsque vous commencez votre marche après les autres et que vous arrivez avant eux, vous connaissez la stratégie pour raccourcir les distances. Servez-vous donc d'une unité spéciale pour tromper l'ennemi en l'attirant dans une fausse poursuite, lui faisant croire que la majeure partie de vos forces est très loin. Ensuite, lancez une force d'attaque surprise qui arrive avant même si elle a commencé son chemin plus tard. Par conséquent, le combat armé peut être bénéfique pour l'expert et dangereux pour l'inexpérimenté. Mobiliser toute l'armée pour le combat dans le but d'obtenir un avantage prendrait beaucoup de temps, mais combattre pour un avantage avec une armée incomplète aboutirait à une pénurie de ressources. Si vous vous mobilisez rapidement et sans arrêt jour et nuit, en parcourant le double de la distance habituelle, et si vous vous battez pour obtenir un avantage à des milliers de kilomètres, vos chefs militaires seront faits prisonniers. Les soldats les plus forts y arriveront d'abord, les plus fatigués arriveront ensuite. En règle générale, seulement 1 sur 10 y parviendra lorsque le trajet est long, les troupes se fatiguent, et si elles ont dépensé leurs forces dans la mobilisation, elles arrivent épuisées, tandis que leurs adversaires sont frais. Il est donc sûr qu'elles seront attaquées. Combattre pour un avantage à 50 km de distance contrecarrera les plans de commandement et, en règle générale, seulement la moitié des soldats le feront. Si vous combattez pour un avantage à 30 km de distance, seulement 2 soldats sur 3 les parcourront. Ainsi, une armée périt si elle n'est pas équipée, si elle n'a pas de provisions ou si elle n'a pas d'argent. Ces 3 choses sont nécessaires. Vous ne pouvez pas combattre pour gagner avec une armée non équipée ou sans provisions. L'argent facilite donc ce qui est nécessaire. Si vous ignorez les plans de vos rivaux, vous ne pouvez pas former d'alliances précises, à moins de connaître les montagnes, les forêts, les défilés, les passages et les conditions des marais. Vous ne pouvez pas manœuvrer avec une force armée à moins d'utiliser des guides locaux. Vous ne pouvez pas profiter des avantages du terrain. Seulement quand vous connaissez chaque détail de la condition du terrain, vous pouvez manœuvrer et guerroyer. Par conséquent, une force militaire est utilisée selon la stratégie prévue, mobilisée par l'espoir de récompense et adaptée par la division et la combinaison. Une force militaire est établie par la stratégie en distrayant l'ennemi pour qu'il ne puisse pas connaître votre situation réelle et ne puisse pas imposer sa suprématie. Elle est mobilisée par l'espoir de récompense en entrant en action lorsqu'elle voit la possibilité d'obtenir un avantage. Diviser et recombinaison des troupes est fait pour déstabiliser l'adversaire et observer sa réaction face à vous. Ainsi, vous pouvez vous adapter pour obtenir la victoire. C'est pourquoi lorsqu'une force militaire se déplace rapidement comme le vent, lorsqu'elle avance lentement, c'est comme la forêt, vorace comme le feu, qui ravage une plaine sans laisser une brindille d'herbe, immobile comme une montagne lorsqu'elle est casernée, il est aussi difficile à connaître que l'obscurité. Son mouvement est comme un tonnerre qui gronde. Pour occuper un endroit, divisez vos troupes pour étendre votre territoire, partagez les bénéfices. La règle générale des opérations militaires est de priver l'ennemi de nourriture autant que possible. Cependant, dans les localités où les gens n'en ont pas beaucoup, il est nécessaire de diviser les troupes en groupes plus petits pour qu'elles puissent prendre ce dont elles ont besoin dans différents endroits, car seulement ainsi elles auront assez. En ce qui concerne le partage du butin, il est nécessaire de le répartir entre les troupes pour garder ce qui a été gagné en ne laissant pas l'ennemi le reprendre. Agissez après avoir fait une estimation. Celui qui connaît d'abord la mesure de ce qui est loin et ce qui est près est le premier à agir.
C'est là la règle générale du combat armé. Le premier à faire le mouvement est l'invité, le dernier est l'hôte. L'invité a du mal, l'hôte a la vie facile. Près et loin signifie déplacement, fatigue, faim et froid, résultant du déplacement. Un ancien livre traitant des affaires militaires dit que les mots ne sont pas écoutés. C'est pourquoi les symboles et les tambours sont faits. Les drapeaux et les étendards sont faits en raison de l'absence de visibilité. Les symboles, les tambours, les drapeaux et les étendards sont utilisés pour concentrer et unifier les oreilles et les yeux des soldats. Une fois qu'ils sont unifiés, le courageux ne peut pas agir seul et le timide ne peut pas se retirer seul. Voici la règle générale de l'emploi d'un groupe. Unifier les oreilles et les yeux des soldats signifie les faire regarder et écouter de manière synchronisée, afin qu'ils ne tombent pas dans la confusion et le désordre. Les signaux sont utilisés pour indiquer les directions et empêcher les individus d'aller où bon leur semble. Ainsi, lors des batailles nocturnes, utilisez des feux et des tambours, et lors des batailles diurnes, servez-vous de drapeaux et d'étendards pour manipuler les oreilles et les yeux des soldats. Utilisez de nombreux signaux pour brouiller les perceptions de l'ennemi et lui faire craindre votre redoutable puissance militaire. De cette manière, vous épuisez l'énergie de ses armées et démoralisez ses généraux. En premier lieu, vous devez être capable de rester ferme dans votre propre cœur. Alors seulement pouvez-vous démoraliser les généraux ennemis. C'est pourquoi la tradition affirme que les habitants d'autres époques avaient la fermeté pour démoraliser. Et l'ancienne loi de ceux qui conduisaient des chars de combat disait que lorsque l'esprit est ferme, l'énergie fraîche est victorieuse. Ainsi, l'énergie du matin est pleine d'ardeur, celle du midi décline, et l'énergie du soir se retire. Par conséquent, les experts en maniement des armes préfèrent l'énergie enthousiaste. Ils attaquent celle qui décline et celle qui se retire. Ce sont eux qui dominent l'énergie. N'importe quel faible dans le monde est prêt à combattre en 1 minute s'il se sent animé, mais quand il s'agit vraiment de prendre les armes et de se battre, il est possédé par l'énergie. Lorsque cette énergie s'épuise, il s'arrêtera, aura peur et regrettera d'avoir commencé. La raison pour laquelle cette classe d'armée regarde de haut les ennemis forts, tout comme elle regarde les vierges, c'est parce qu'elle se sert de leur agressivité stimulée par n'importe quelle cause. Utilisez l'ordre pour affronter le désordre, utilisez le calme pour affronter ceux qui s'agitent, c'est dominer le cœur. À moins que votre cœur ne soit totalement ouvert et que votre esprit ne soit en ordre, vous ne pouvez pas espérer être capable de vous adapter pour répondre sans limite, de gérer les événements de manière infaillible, de faire face à des difficultés graves et inattendues sans vous troubler, de diriger chaque chose sans confusion. Dominer la force, c'est attendre ceux qui viennent de loin, c'est garder confortablement ceux qui sont fatigués et rassasiés et nourrir les affamés. C'est ce que l'on veut dire lorsque l'on parle d'attirer les autres là où vous êtes, tout en évitant d'être induit à aller là où ils sont. Évitez la confrontation avec des formations de combat bien ordonnées et n'attaquez pas de grands bataillons. C'est là le secret de l'adaptation. Par conséquent, la règle générale des opérations militaires est de ne pas s'opposer à une grande montagne, ni de tourner le dos à l'ennemi. Cela signifie que si les adversaires sont sur un terrain élevé, vous ne devez pas les attaquer en montée, et que lorsqu'ils chargent en descente, vous ne devez pas leur faire face. Ne poursuivez pas les ennemis lorsqu'ils simulent une retraite et n'attaquez pas les troupes expertes s'ils fuient soudainement avant d'épuiser leur énergie. Il y a probablement des embuscades vous attendant pour attaquer vos troupes dans ce cas. Vous devez donc retenir vos officiers pour qu'ils ne se lancent pas à leur poursuite. Ne consommez pas la nourriture de leurs soldats si l'ennemi abandonne soudainement ses provisions. Celles-ci doivent être testées avant d'être consommées au cas où elles seraient empoisonnées. Ne retenez aucune armée qui rentre chez elle sous ces circonstances. Un adversaire se battra jusqu'à la mort. Laissez une issue à une armée encerclée. Montrez-leur un moyen de sauver leur vie pour qu'ils ne soient pas prêts à se battre jusqu'à la mort, et vous pourrez ainsi en profiter pour les attaquer. Ne mettez pas de pression sur un ennemi désespéré. Un animal épuisé continuera de se battre,
car telle est la loi de la nature. Ce sont là les lois des opérations militaires. Chapitre 8 sur les 9 changements. En général, les opérations militaires sont sous la direction du gouvernant civil pour diriger l'armée. Le général ne doit pas lever son camp dans un terrain difficile. Laissez des relations diplomatiques s'établir aux frontières. Ne restez pas dans un territoire aride ou isolé. Lorsque vous vous trouvez dans un terrain clos, préparez une stratégie et déplacez-vous. Lutter dans un terrain clos signifie qu'il y a des endroits escarpés qui vous entourent, de sorte que l'ennemi a une mobilité, peut venir et aller librement, mais il vous est difficile de sortir et de revenir. Chaque route doit être étudiée pour être la meilleure. Il y a des routes que vous ne devez pas utiliser, des armées qui ne doivent pas être attaquées, des villes qui ne doivent pas être assiégées, des terrains sur lesquels il ne faut pas combattre et des ordres des gouvernants civils qui ne doivent pas être suivis. Par conséquent, les généraux qui connaissent les variables possibles pour tirer parti du terrain savent comment diriger les forces armées. Si les généraux ne savent pas comment s'adapter de manière avantageuse, même s'ils connaissent la condition du terrain, ils ne peuvent pas en profiter s'ils dirigent des armées, mais ignorent les arts de l'adaptabilité totale. Même s'ils connaissent l'objectif à atteindre, ils ne peuvent pas faire combattre les soldats pour lui. Si vous pouvez ajuster la campagne, changer en fonction de l'élan des forces, alors l'avantage ne change pas. Et les seuls qui sont lésés sont les ennemis. Pour cette raison, il n'y a pas de structure permanente. Si vous pouvez comprendre pleinement ce principe, vous pouvez amener les soldats à agir de la meilleure manière possible. Par conséquent, les considérations de la personne intelligente incluent toujours l'analyse objective du bienfait et du dommage. Lorsqu'il considère le bienfait, son action s'étend. Lorsqu'il considère le dommage, ses problèmes peuvent être résolus. Le bienfait et le dommage sont interdépendants, et les sages en tiennent compte. C'est pourquoi ce qui retient les adversaires est le dommage, ce qui les occupe est l'action, et ce qui les motive est le bienfait. Épuisez les ennemis en les occupant et ne leur laissez pas respirer, mais avant d'y parvenir, vous devez d'abord accomplir votre propre travail. Ce travail consiste à développer une armée forte, un peuple prospère, une société harmonieuse et un mode de vie ordonné. Par conséquent, la règle générale des opérations militaires consiste à ne pas compter sur le fait que l'ennemi ne viendra pas, mais à compter sur le fait d'avoir les moyens de lui faire face, à ne pas compter sur le fait que l'adversaire n'attaquera pas, mais à compter sur le fait de posséder ce qui ne peut être attaqué. Si vous pouvez toujours vous rappeler le danger quand vous êtes en sécurité et le chaos en temps d'ordre, restez attentif au danger et au chaos tant qu'ils n'ont pas encore de forme, et évitez-les avant qu'ils ne se présentent. C'est la meilleure stratégie de toutes. Pour cette raison, il existe 5 traits qui sont dangereux chez les généraux. Ceux qui sont prêts à mourir peuvent perdre la vie. Ceux qui veulent préserver la vie peuvent être faits prisonniers. Ceux qui sont en proie à des passions irrationnelles peuvent être ridiculisés. Ceux qui sont très puritains peuvent être déshonorés. Ceux qui sont compatissants peuvent être perturbés. Si vous vous présentez dans un endroit où les ennemis se précipiteront certainement pour défendre, les personnes compatissantes s'empresseront invariablement de secourir leurs habitants, se causant ainsi des problèmes et de la fatigue. Voici 5 traits qui constituent des défauts chez les généraux et qui sont désastreux pour les opérations militaires. Les bons généraux sont autrement, ils s'engagent jusqu'à la mort, mais ne s'accrochent pas à l'espoir de survivre. Ils agissent selon les événements de manière rationnelle et réaliste, sans se laisser emporter par les émotions ni être sujets à la confusion lorsqu'ils voient une bonne opportunité. Ils sont comme des tigres, sinon ils ferment leurs portes. Leurs actions et leurs inactions sont des questions de stratégie et ne peuvent ni être complaisantes ni être irritées. Chapitre 9 sur la distribution des ressources. Les manœuvres militaires sont le résultat de plans et de stratégies de la manière la plus avantageuse pour gagner. Elles déterminent la mobilité et l'efficacité des troupes. Si vous allez placer votre armée en position d'observer l'ennemi, traversez rapidement les montagnes et observez-les depuis une vallée. Considérez l'effet de la lumière et restez à la position la plus élevée de la vallée. Lorsque vous combattez dans une montagne, attaquez de haut en bas
et non l'inverse. Combattez en descente et jamais en montée. Évitez que l'eau ne divise vos forces. Éloignez-vous des conditions défavorables dès que possible. N'affrontez pas les ennemis dans l'eau. Il est judicieux de laisser passer la moitié de leurs troupes et à ce moment-là, de les diviser et de les attaquer. Ne vous positionnez pas en aval de la rivière. Ne marchez pas contre le courant ni contre le vent. Si vous campez sur la rive d'une rivière, vos armées peuvent être surprises la nuit, poussées à se noyer ou du poison peut être placé dans le courant. Vos bateaux ne doivent pas être amarrés en aval pour empêcher l'ennemi de profiter du courant en lançant ses bateaux contre vous. Si vous traversez des marais, faites-le rapidement. Si vous vous trouvez face à une armée au milieu d'un marais, restez près de ces plantes aquatiques ou soutenues par les arbres. Dans une plaine, prenez des positions depuis lesquelles il est facile de manœuvrer, en maintenant les élévations du terrain derrière et, à votre droite, les parties les plus basses devant et les plus hautes derrière. En général, une armée préfère un terrain élevé et évite un terrain bas. Elle apprécie la lumière et déteste l'obscurité. Les terrains élevés sont stimulants, et donc les gens s'y trouvent à l'aise. De plus, ils sont pratiques pour acquérir la force de l'élan. Les terrains bas sont humides, ce qui provoque des maladies et rend le combat difficile. Prenez soin de la santé physique de vos soldats avec les meilleurs moyens disponibles. Lorsqu'il n'y a pas de maladie dans une armée, on dit qu'elle est invincible. Là où il y a des monticules et des terrasses, placez-vous du côté ensoleillé en le gardant toujours à votre droite et derrière. Se positionner dans la meilleure partie du terrain est avantageux pour une force militaire. L'avantage dans une opération militaire consiste à profiter de tous les facteurs bénéfiques du terrain. Lorsqu'il pleut en amont et que le courant apporte de l'écume, si vous voulez le traverser, attendez que ça s'arrête. Chaque fois qu'un terrain présente des ravins infranchissables, des lieux fermés, des pièges, des risques, des fissures et des prisons naturelles, abandonnez-le rapidement et ne vous en approchez pas. Pour ma part, je reste toujours éloigné de ces accidents du terrain, de sorte que les adversaires soient plus proches que moi. 2. Je fais face à ces accidents de manière à ce qu'ils soient derrière l'ennemi. Vous êtes alors en position avantageuse et il a des conditions défavorables. Lorsqu'une armée se déplace, si elle traverse des territoires montagneux avec de nombreux cours d'eau et des puits ou des marais couverts de roseaux ou des forêts vierges pleines d'arbres et de végétation, il est essentiel de les examiner totalement et avec soin, car ces endroits favorisent les embuscades et les espions. Il est essentiel de descendre du cheval et d'inspecter le terrain au cas où il y aurait des troupes cachées pour vous attaquer. Une embuscade pourrait également signifier qu'il y a des espions à l'affût qui vous observent et écoutent vos instructions et mouvements. Lorsque l'ennemi est proche mais reste calme, cela signifie qu'il est dans une position forte. Lorsqu'il est loin, mais essaye de provoquer des hostilités, il veut que tu avances. Si en plus sa position est accessible, cela signifie qu'elle lui est favorable. Si un adversaire n'occupe pas la position qui lui est favorable en raison des conditions du terrain et se place ailleurs, cela doit être parce qu'il y a un avantage tactique à agir ainsi. Si les arbres bougent, c'est que l'ennemi s'approche. S'il y a des obstacles entre les buissons, c'est que tu as pris un mauvais chemin. L'idée de mettre beaucoup d'obstacles entre les buissons est de te faire croire qu'il y a des troupes embusquées au milieu. Si les oiseaux s'envolent, il y a des troupes embusquées sur place. Si les animaux sont effrayés, il y a des troupes attaquantes. Si des colonnes de poussière épaisses et hautes s'élèvent, des chariots s'approchent. S'il est bas et large, des soldats à pied s'approchent. Des nuages dispersés signifient que du bois est coupé. De petites nuées de poussière qui vont et viennent indiquent qu'il faut lever le camp. Si les émissaires de l'ennemi prononcent des paroles humbles, tandis qu'il augmente ses préparatifs de guerre, cela signifie qu'il va avancer. Lorsque des mots hautains sont prononcés et que l'on avance ostensiblement, c'est le signe que l'ennemi va se retirer. Si ces émissaires viennent avec des paroles humbles, envoie des espions pour observer l'ennemi et tu constateras qu'il renforce ses préparatifs de guerre. Lorsque les chars légers sortent en premier lieu et se placent sur les flancs, ils établissent une ligne de front.
Si les émissaires arrivent, demandant la paix sans signer de traité, cela signifie qu'ils trament un complot. Si l'ennemi déploie rapidement ses chars en rang de bataille, c'est qu'il attend des renforts et ne se précipitera pas pour un affrontement ordinaire s'ils ne comprennent pas que cela les aidera ou qu'il doit y avoir une force en attente à distance pour rassembler leurs troupes et t'attaquer. Il convient de se préparer immédiatement à cette éventualité. Si la moitié de ses troupes avance et que l'autre moitié recule, c'est que l'ennemi cherche à te tendre un piège. L'ennemi simule dans ce cas la confusion et le désordre pour t'inciter à avancer. Si les soldats ennemis se soutiennent mutuellement, c'est qu'ils ont faim. Si les porteurs d'eau boivent en premier lieu, c'est que les troupes ont soif. Si l'ennemi voit un avantage mais ne l'exploite pas, c'est qu'il est fatigué. Si les oiseaux se rassemblent dans le champ ennemi, c'est que l'endroit est vide. Si les oiseaux survolent une ville, l'armée a fui. Si des appels se font entendre la nuit, les soldats ennemis sont terrifiés, ont peur et sont agités. C'est pourquoi ils s'appellent les uns les autres. Si l'armée manque de discipline, cela signifie que le général n'est pas pris au sérieux. Si les bannières bougent, c'est qu'elle est plongée dans la confusion. Les signaux sont utilisés pour unifier le groupe. Ainsi, s'ils se déplacent de manière désordonnée, cela signifie que leurs rangs sont confus. Si leurs émissaires montrent de l'irritation, c'est qu'ils sont fatigués. S'ils tuent leurs chevaux pour obtenir de la viande, c'est que les soldats manquent de nourriture. Lorsqu'ils n'ont pas de marmite et ne retournent pas à leur campement, ce sont des ennemis complètement désespérés. Si des murmures indisciplinés se font entendre et que les soldats parlent beaucoup entre eux, cela signifie que la loyauté de la troupe est perdue. Les murmures expriment les vrais sentiments. L'indiscipline indique des problèmes avec les supérieurs. Lorsque le commandement a perdu la loyauté des troupes, les soldats parlent ouvertement entre eux des problèmes avec leurs supérieurs. S'ils accordent de nombreuses récompenses, c'est que l'ennemi est dans une impasse. S'ils ordonnent trop de châtiments, c'est que l'ennemi est désespéré. Lorsque la force de leur élan est épuisée, ils accordent constamment des récompenses pour garder les soldats heureux et éviter une révolte massive. Lorsque les soldats sont si épuisés qu'ils ne peuvent pas suivre les ordres, ils sont punis encore et encore pour rétablir l'autorité. Être violent au début et se calmer ensuite, tout en craignant ses propres soldats, est le comble de l'incompétence. Les émissaires qui viennent avec une attitude conciliante indiquent que l'ennemi veut une trêve. Si les troupes ennemies te font face avec ardeur, mais retardent le moment d'entrer en combat sans pour autant abandonner le terrain, elles sont soigneusement en train de préparer une attaque surprise. En matière militaire, il n'est pas nécessairement plus bénéfique d'avoir une supériorité en force, il suffit simplement d'éviter d'agir avec une violence inutile. Consolider son pouvoir, faire des estimations sur l'ennemi et rassembler des troupes sont suffisants. Un ennemi qui agit de manière isolée, qui manque de stratégie et qui ne prend pas ses adversaires au sérieux, finira inévitablement par être vaincu. Si ton plan ne prévoit pas de stratégie de retrait ou de suivi après l'attaque, mais que tu comptes exclusivement sur la force de tes soldats et que tu prends tes adversaires à la légère sans évaluer leurs conditions, tu tomberas sûrement prisonnier. Si les soldats sont punis avant d'avoir acquis de la loyauté envers le commandement, ils n'obéiront pas. Et s'ils n'obéissent pas, il sera difficile de les employer. Ils ne pourront pas. Non plus être utilisés s'il n'y a pas de punition, même après avoir obtenu leur loyauté. Lorsqu'un sentiment souterrain d'estime et de confiance existe, et que les cœurs des soldats sont déjà liés au commandement, si la discipline se relâche, les soldats deviennent arrogants et seront impossibles à employer. Dirige-les avec l'art civilisé et unifie-les par les arts martiaux. Cela signifie une victoire continue. L'art civilisé signifie humanité et les arts martiaux signifient règles. Dirige-les avec humanité et bienveillance et unifie-les de manière stricte et ferme. Lorsque la bienveillance et la fermeté sont évidentes, on peut être sûr de la victoire. Lorsque les ordres sont donnés de manière claire, simple et cohérente aux troupes, elles les acceptent. Lorsque les ordres sont confus, contradictoires et changeants, les troupes ne les acceptent pas ou ne les comprennent pas. Lorsque les ordres sont raisonnables, justes, simples, clairs et cohérents, il y a une satisfaction mutuelle entre le leader et le groupe. Dans un terrain difficile à quitter, tu es limité.
Si ton ennemi n'est pas préparé, tu peux gagner en avançant, mais si l'ennemi est préparé et que tu avances, tu auras du mal à revenir vers lui, ce qui jouera contre toi. Comprendre ces 6 types de terrain est la principale responsabilité du général, et il est essentiel de les considérer. Les généraux qui les ignorent sont battus. Ainsi, parmi les troupes, il y a celles qui fuient, celles qui reculent, celles qui s'effondrent, celles qui se rebellent et celles qui sont vaincues. Aucune de ces circonstances n'est un désastre naturel, mais elles sont dues aux erreurs des généraux. Les troupes qui ont le même élan mais qui attaquent en proportion de 1 contre 10 sont vaincues. Ceux qui ont des troupes fortes mais dont les officiers sont faibles reculent. Ceux qui ont des soldats faibles, dirigés par des officiers forts, seront en difficulté. Lorsque les officiers supérieurs sont en colère et sont violents, et qu'ils affrontent l'ennemi par eux-mêmes et par dépit, et lorsque les généraux ignorent leurs capacités, l'armée s'effondre. En règle générale, pour vaincre l'ennemi, tout le commandement militaire doit avoir une seule intention, et toutes les forces militaires doivent coopérer. Les généraux qui sont faibles et manquent d'autorité, lorsque les ordres ne sont pas clairs, lorsque les officiers et les soldats n'ont pas de solidité et que les formations sont anarchiques, il y a une rébellion. Les généraux qui sont battus sont ceux qui sont incapables de mesurer leurs adversaires, qui entrent en combat avec des forces supérieures en nombre ou mieux équipées et qui ne sélectionnent pas leurs troupes en fonction de leur niveau de préparation. Si tu utilises des soldats sans trier les préparés des non préparés, les téméraires des craintifs, tu cherches ta propre défaite. Voici les 6 façons d'être vaincu. La compréhension de cette situation est la responsabilité suprême des généraux et doit être prise en considération. La première est de ne pas évaluer le nombre de forces, la deuxième est l'absence d'un système clair de récompense et de punition, la troisième est l'insuffisance de l'entraînement, la quatrième est la passion irrationnelle, la cinquième est l'inefficacité de la loi et de l'ordre, et la sixième est le défaut de sélectionner des soldats forts et résolus. La configuration du terrain peut être un soutien pour l'armée. Pour les chefs militaires, la voie d'action appropriée est de calibrer l'adversaire pour assurer la victoire et de calculer les risques et les distances. Ceux qui livrent des batailles en tenant compte de ces éléments sortent vainqueurs. Ceux qui combattent en les ignorant sont vaincus. Par conséquent, lorsque les lois de la guerre indiquent une victoire certaine, il est clairement approprié d'engager le combat, même si le gouvernement a donné l'ordre de ne pas attaquer. Si les lois de la guerre ne prévoient pas une victoire certaine, il est approprié de ne pas entrer en bataille, même si le gouvernement a donné l'ordre d'attaquer. De cette manière, on avance sans rechercher la gloire, on ordonne la retraite sans éviter la responsabilité, dans le seul but de protéger la population et dans l'intérêt du gouvernement. Ainsi, un service précieux est rendu à la nation. Avancer et se retirer contre les ordres du gouvernement ne se fait pas dans un intérêt personnel, mais pour sauvegarder les vies de la population et dans un authentique bénéfice du gouvernement. Des serviteurs de cette trempe sont très utiles pour une nation. Prenez soin de vos soldats comme vous le feriez pour un nouveau-né. Ainsi, ils seront prêts à vous suivre jusqu'au plus profond des vallées. Prenez soin de vos soldats comme vous le feriez pour vos enfants chéris, et ils mourront volontiers avec vous. Mais si vous êtes si gentil avec eux, que vous ne pouvez pas les utiliser, si vous êtes si indulgent que vous ne pouvez pas leur donner d'ordre, si vous êtes si informel que vous ne pouvez pas les discipliner, vos soldats seront comme des enfants gâtés et donc inutiles. Les récompenses ne doivent pas être utilisées seules, et il ne faut pas se fier uniquement aux punitions. Sinon, les troupes, comme des enfants gâtés, s'habituent à tout prendre pour acquis ou à en vouloir à tout. Tout cela est nuisible et les rend inutiles. Si vous savez que vos soldats sont capables d'attaquer, mais que vous ignorez si l'ennemi est vulnérable à une attaque, vous avez seulement la moitié des chances de gagner. Si vous savez que votre ennemi est vulnérable à une attaque, mais que vous ignorez si vos soldats sont capables d'attaquer, vous avez seulement la moitié des chances de gagner. Si vous savez que l'ennemi est vulnérable à une attaque et que vos soldats peuvent l'exécuter, mais que vous ignorez si le terrain est favorable à la bataille, vous avez seulement la moitié des chances de gagner. Par conséquent, ceux qui connaissent les arts martiaux ne perdent pas de temps
lorsqu'ils effectuent leurs mouvements et ne s'épuisent pas lorsqu'ils attaquent. C'est pourquoi l'on dit que lorsque vous vous connaissez vous-même et que vous connaissez les autres, la victoire n'est pas un danger. Lorsque vous connaissez le ciel et la terre, la victoire est inépuisable. Chapitre 11. Sur les 9 types de terrains selon les lois des opérations militaires, il existe 9 types de terrains. Lorsque des intérêts locaux se battent entre eux sur leur propre territoire, on parle de terrain de dispersion. Lorsque les soldats sont attachés à leur maison et combattent près de chez eux, ils peuvent être dispersés facilement. Lorsque vous pénétrez dans un territoire étranger mais que vous ne vous y enfoncez pas profondément, on parle de territoire léger, ce qui signifie que les soldats peuvent facilement revenir. Le territoire qui peut vous être avantageux, si vous le prenez, mais avantageux pour l'ennemi s'il le conquiert, est appelé terrain clé. Un territoire de lutte inévitable est tout enclavé défensif ou passage stratégique, également accessible pour vous et pour les autres. On l'appelle terrain de communication. Le territoire entouré par 3 territoires rivaux et qui fournit le premier accès libre à tout le monde est appelé terrain d'intersection. Le terrain d'intersection est celui où convergent les principales voies de communication. En le prenant en premier, les gens devront se ranger de votre côté. Si vous le perdez, vous êtes en danger. Lorsque vous pénétrez profondément dans un territoire étranger et laissez derrière vous de nombreuses villes et villages, on parle de terrain difficile. Il est difficile d'en sortir. Lorsque vous traversez des montagnes boisées, des défilés abrupts ou d'autres obstacles difficiles à franchir, on parle de terrain défavorable. Lorsque l'accès est étroit et la sortie est tortueuse, de sorte qu'une petite unité ennemie peut vous attaquer, même si vos troupes sont plus nombreuses, on parle de terrain encerclé. Si vous êtes capable d'une grande adaptation, vous pouvez traverser ce territoire. Si vous ne pouvez survivre que dans un territoire en combattant rapidement, et si la mort est facile si vous ne le faites pas, on parle de terrain mortel. Les troupes qui se trouvent dans un terrain mortel sont dans la même situation que si elles se trouvaient dans un bateau qui coule ou dans une maison en feu. Ainsi, ne combattez pas sur un terrain de dispersion, ne vous arrêtez pas sur un terrain léger, n'attaquez pas sur un terrain clé occupé par l'ennemi, ne laissez pas vos troupes être divisées sur un terrain de communication, sur les terrains d'intersection, établissez des communications, sur les terrains difficiles, entrez en fournissant des provisions, sur les terrains défavorables, continuez à avancer, sur les terrains encerclés, faites des plans, sur les terrains mortels, combattez, les soldats peuvent s'échapper. Un terrain léger est lorsque les soldats ont pénétré dans le territoire ennemi, mais n'ont pas encore leurs arrières couverts. Leurs esprits ne sont donc pas vraiment concentrés et ils ne sont pas prêts pour la bataille. Il n'est pas avantageux d'attaquer l'ennemi sur un terrain clé. Ce qui est avantageux, c'est d'y arriver en premier. Le territoire de communication ne doit pas être isolé pour pouvoir utiliser les routes d'approvisionnement. Sur les terrains d'intersection, vous serez en sécurité si vous établissez des alliances. Si vous les perdez, vous serez en danger. Dans les terrains difficiles, entrer avec des provisions signifie rassembler tout ce qui est nécessaire pour y rester longtemps. Dans les terrains défavorables, puisque vous ne pouvez pas vous retrancher, vous devez vous dépêcher de partir. Dans les terrains encerclés, utilisez des tactiques surprises. Si les troupes se trouvent dans un terrain mortel, tout le monde se battra spontanément. Pour cela, on dit que placer les troupes dans un terrain mortel les fera survivre. Les guerriers, autrefois considérés comme des experts en art de la guerre, étaient capables de rompre le contact entre l'avant-garde et l'arrière-garde ennemie, de créer une confiance entre les grandes et les petites unités, de susciter un intérêt réciproque pour le bien-être des différents rangs, de fournir un soutien mutuel entre gouvernants et gouvernés, de recruter des soldats et leurs armées. Ces experts intervenaient lorsqu'il était avantageux de le faire et se retenaient dans le cas contraire. Ils introduisaient des changements pour confondre l'ennemi en les attaquant ici et là, en les terrorisant et en semant la confusion chez eux, de sorte qu'ils n'avaient pas le temps de faire des plans. On pourrait demander comment faire face à des forces ennemies nombreuses et bien organisées qui se dirigent vers vous. La réponse est de leur enlever d'abord quelque chose qu'ils apprécient
Puis ils vous écouteront. La rapidité d'action est le facteur essentiel de la condition de la force militaire, en profitant des erreurs des adversaires, en se déplaçant par des chemins qu'ils n'attendent pas et en attaquant lorsqu'ils ne sont pas en garde. Cela signifie qu'agir rapidement pour exploiter le manque de préparation, de vision et de prudence des adversaires est nécessaire, et que, si vous hésitez, ces erreurs ne vous serviront à rien. En règle générale, plus les envahisseurs s'enfoncent dans le territoire étranger, plus ils deviennent forts, au point que le gouvernement autochtone ne peut plus les expulser. Choisissez des champs fertiles et les troupes auront assez à manger, veillez à leur santé et évitez la fatigue, consolidez leur énergie, augmentez leur force, que les mouvements de vos troupes et la préparation de vos plans soient insondables, consolidez l'énergie la plus enthousiaste de vos troupes, économisez les forces restantes, gardez vos formations et vos plans secrets en restant insondables pour les ennemis, et attendez qu'un point vulnérable se produise pour avancer. Placez vos troupes dans un endroit sans issue, de sorte qu'elles devront mourir avant de pouvoir s'échapper, car face à la possibilité de la mort, elles ne seront pas disposées à faire ce que les guerriers donnent alors le meilleur de leurs forces lorsqu'ils sont confrontés à un grave danger. Ils perdent la peur lorsqu'il n'y a nulle part où aller. Ils restent fermes lorsqu'ils sont totalement impliqués. Sur un terrain, ils s'y accrochent s'ils n'ont pas d'autre choix. Ils se battront jusqu'au bout. C'est pourquoi les soldats restent vigilants sans avoir besoin d'être stimulés. Ils se préparent sans avoir besoin d'être appelés. Ils sont amicaux et n'ont pas besoin de promesses, et on peut leur faire confiance sans avoir besoin d'ordre. Cela signifie que lorsque les combattants se trouvent en danger de mort, quel que soit leur rang, ils ont tous le même objectif et sont donc vigilants sans avoir besoin d'être stimulés. Ils ont une bonne volonté de manière spontanée et sans avoir besoin de recevoir d'ordre, et on peut naturellement compter sur eux sans promesse ni besoin de hiérarchie. Interdit les présages pour éviter les doutes, et les soldats ne vous abandonneront jamais si vos soldats n'ont pas de richesse. Ce n'est pas parce qu'ils la déteignent s'ils n'ont pas plus de longévité. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas vivre plus longtemps. Le jour où l'ordre de marche est donné, les soldats pleurent. Donc une opération militaire habilement préparée doit être comme un serpent rapide qui riposte avec sa queue quand quelqu'un l'attaque par la tête, riposte avec la tête quand quelqu'un l'attaque par la queue, et riposte avec la tête et la queue quand quelqu'un l'attaque par le milieu. Cette image représente la méthode d'une ligne de bataille qui répond rapidement quand elle est attaquée. Un manuel de 8 formations classiques de bataille dit « Fais du front l'arrière, fais l'arrière au front, avec 4 têtes et 8 queues, fais en sorte que la tête soit partout, et lorsque l'ennemi attaque par le centre, la tête et la queue viendront à la rescousse. » On peut se demander s'il est possible de faire d'une force militaire une force comme un serpent rapide. La réponse est affirmative. Même des personnes qui se détestent, se retrouvant dans le même bateau, s'aideront mutuellement en cas de danger de chavirer. C'est la force de la situation qui le rend possible. C'est pourquoi il ne suffit pas de placer sa confiance dans les chevaux attachés et les roues fixées. On attache les chevaux pour former une ligne de combat stable et on fixe les roues pour empêcher les chariots de bouger. Mais même ainsi, ce n'est pas suffisamment sûr et on ne peut pas s'y fier. Il est nécessaire de permettre des variantes aux changements apportés en mettant les soldats dans des situations mortelles de manière à ce qu'ils combattent spontanément et s'entraident côte à côte. C'est le chemin de la sécurité et de l'obtention d'une victoire certaine. La meilleure organisation est de permettre l'expression du courage et de le maintenir constant. Réussir avec des troupes faibles et avec des troupes aguerries est basé sur la configuration des circonstances. Si vous avez l'avantage du terrain, vous pouvez vaincre les adversaires même avec des troupes légères et faibles. Plus vous pouvez le faire si vous avez des troupes puissantes et aguerries, ce qui rend possible la victoire. Pour les deux types de troupes, ce sont les circonstances du terrain. Par conséquent, les experts en opérations militaires obtiennent la coopération des troupes de manière à diriger un groupe comme un seul individu qui n'a qu'une seule option. Il appartient au général d'être calme, réservé, juste et méthodique. Ses plans sont calmes et absolument secrets pour que personne ne puisse les découvrir. Il est juste et méthodique
de sorte que personne n'ose les prendre à la légère. Il peut maintenir ses soldats dans l'ignorance totale de ses plans, il change ses actions et révise ses plans de sorte que personne ne puisse les reconnaître. Il déplace son emplacement et se déplace par des chemins sinueux, de sorte que personne ne puisse anticiper. Vous pouvez gagner quand personne ne peut comprendre à aucun moment quelles sont vos intentions. Un grand homme a dit « La principale ruse appréciée dans les opérations militaires ne vise pas seulement les ennemis, mais commence par les propres troupes, pour les amener à vous suivre sans savoir où elles vont. Quand un général fixe un objectif à ses troupes, c'est comme si quelqu'un montait en haut d'un lieu élevé et retirait ensuite l'échelle. Quand un général s'enfonce très loin dans le territoire ennemi, il teste tout son potentiel. Il a fait brûler les navires de ses troupes et détruire leurs maisons. Ainsi, il les conduit comme un troupeau et tous ignorent où il se dirige. Il appartient aux généraux de rassembler les armées et de les mettre dans des situations dangereuses. Ils doivent également examiner les adaptations aux différents terrains, les avantages de la concentration ou de la dispersion et les schémas. De sentiments et de situations humaines, quand il est question des avantages et des inconvénients de la concentration et de la dispersion, cela signifie que les schémas de comportement humain changent selon les différents types de terrains. En général, le schéma général des envahisseurs est de se regrouper lorsqu'ils sont au cœur du territoire ennemi, mais ils ont tendance à se disperser lorsqu'ils se trouvent aux frontières. Lorsque vous quittez votre territoire et traversez la frontière lors d'une opération militaire, vous vous trouvez sur un terrain isolé. Lorsqu'il est accessible de tous les côtés, c'est un terrain de communication. Lorsque vous vous enfoncez profondément, vous êtes sur un terrain difficile. Lorsque vous pénétrez peu, vous êtes sur un terrain léger. Lorsque derrière vous se trouvent des forêts impénétrables et devant des passages étroits, vous êtes sur un terrain encerclé. Lorsqu'il n'y a nulle part où aller, c'est un terrain mortel. Ainsi, sur un terrain de dispersion, j'unifierai les esprits des soldats. Sur un terrain léger, je les maintiendrai en contact. Sur un terrain clé, je les ferai se dépêcher pour le prendre. Sur un terrain d'intersection, je prêterai attention à la défense. Sur un terrain de communication, j'établirai des alliances solides. Sur un terrain difficile, je garantirai des approvisionnements continus. Sur un terrain défavorable, j'inciterai mes troupes à en sortir rapidement. Sur un terrain encerclé, je fermerai les entrées. Sur un terrain mortel, je dirai à mes troupes qu'il n'y a aucune chance de survie. Ainsi, la psychologie des soldats consiste à résister lorsqu'ils sont encerclés, à combattre lorsqu'ils ne peuvent pas l'éviter, et à obéir dans des situations extrêmes. Jusqu'à ce que les soldats se voient encerclés, ils n'ont pas la détermination de résister à l'ennemi jusqu'à la victoire. Quand ils sont désespérés, ils présentent une défense unifiée. C'est pourquoi ceux qui ignorent les plans ennemis ne peuvent pas préparer d'alliance. Ceux qui ignorent les circonstances du terrain ne peuvent pas manœuvrer leurs forces. Ceux qui n'utilisent pas de guides locaux ne peuvent pas profiter du terrain. Les militaires d'un gouvernement efficace doivent connaître tous ces facteurs. Lorsque l'armée d'un gouvernement efficace attaque un vaste territoire, le peuple ne peut pas se rassembler. Lorsque sa puissance dépasse celle des adversaires, il est impossible de faire des alliances. Si vous pouvez découvrir les plans de vos adversaires, profitez du terrain et manœuvrez l'ennemi de manière à le rendre vulnérable. Dans ce cas, même un vaste territoire ne peut pas rassembler suffisamment de troupes pour vous arrêter. Par conséquent, si vous ne luttez pas pour obtenir des alliances, ni pour accroître le pouvoir d'aucun pays, mais que vous étendez votre influence personnelle en menaçant les adversaires, tout cela rend le pays et les villes ennemies vulnérables. Accordez des récompenses qui ne sont pas réglementées et donnez des ordres inhabituels. Considérez l'avantage d'accorder des récompenses sans précédent. Observez comment l'ennemi fait des promesses sans tenir compte des codes établis. Manipulez les troupes comme si elles étaient une seule personne. Utilisez-les dans des tâches réelles, mais ne leur parlez pas. Motivez-les avec des récompenses, mais ne leur parlez pas des dommages potentiels. Si la vérité est divulguée, votre stratégie peut s'effondrer. Si les soldats commencent à s'inquiéter, ils deviendront hésitants et craintifs. Placez-les dans une situation de terme possible, et alors ils lutteront pour survivre. Mettez-les en danger de mort, et alors ils survivront.
Lorsque les troupes affrontent des dangers, elles sont capables de lutter pour remporter la victoire. Ainsi, la tâche d'une opération militaire est de simuler les intentions de l'ennemi. Si vous vous concentrez pleinement sur celui-ci, vous pouvez tuer son général, même si vous êtes à des kilomètres de distance. Cela s'appelle atteindre l'objectif avec compétence. Au début, vous vous adaptez à ses intentions, puis vous tuez ses généraux. C'est la compétence dans l'accomplissement de l'objectif. Ainsi, le jour où la guerre est déclarée, les frontières sont closes, les sauf-conduits sont rompus et le passage des émissaires est empêché. Les affaires sont décidées rigoureusement dès le début de la planification et de l'établissement de la stratégie. Depuis le quartier général ou le quartier général, la rigueur dans la phase de planification concerne le maintien du secret. Lorsque l'ennemi offre des opportunités, profitez-en immédiatement. Informez-vous d'abord de ses intentions, puis anticipez-les. Maintenez la discipline et adaptez-vous à l'ennemi pour déterminer le résultat de la guerre. Ainsi, au début, vous êtes comme une demoiselle et l'ennemi ouvre ses portes. Ensuite, vous êtes comme une lièvre libre et l'ennemi ne pourra pas vous expulser. Chapitre 12. Sur l'art d'attaquer par le feu. Il existe 5 types d'attaques par le feu. Brûler les personnes, brûler les provisions, brûler l'équipement, brûler les entrepôts et brûler les armes. L'utilisation du feu doit avoir une base et exige certains moyens. Il y a des moments appropriés pour allumer des feux, notamment lorsque le temps est sec et venteux. Normalement, lors des attaques par le feu, il est indispensable de suivre les changements qu'il produit. Lorsque le feu est à l'intérieur du camp ennemi, préparez-vous rapidement depuis l'extérieur. Si les soldats restent calmes lorsque le feu éclate, attendez et n'attaquez pas. Lorsque le feu atteint son apogée, suivez-le si possible. Sinon, attendez. En général, le feu est utilisé pour semer la confusion chez l'ennemi et ainsi pouvoir l'attaquer. Lorsque le feu peut être allumé en terrain découvert, ne tardez pas à le faire. Lorsqu'il est attisé par le vent, n'attaquez pas dans la direction opposée, car il est inefficace de lutter contre l'élan du feu, car l'ennemi se battra jusqu'à la mort dans ce cas. Si le vent a soufflé pendant la journée, il se calmera la nuit. Un vent diurne cessera au crépuscule. Un vent nocturne cessera à l'aube. Les armées doivent savoir qu'il existe des variantes des 5 types d'attaques par le feu et s'y adapter de manière rationnelle. Il ne suffit pas de savoir comment attaquer les autres avec le feu, il est nécessaire de savoir comment empêcher les autres de vous attaquer. Ainsi, l'utilisation du feu pour soutenir une attaque signifie la clarté, et l'utilisation de l'eau pour soutenir une attaque signifie la force. L'eau peut isoler, mais ne peut pas détruire. L'eau peut être utilisée pour diviser une armée ennemie afin que sa force se dissipe et que la vôtre se renforce. Gagner un combat ou mener un siège victorieux sans récompenser ceux qui ont fait leurs preuves apporte la malchance et mérite d'être qualifié d'avare. C'est pourquoi il est dit qu'un gouvernement éclairé en tient compte et qu'un bon commandement militaire récompense le mérite. Il ne mobilise pas ses troupes lorsqu'il n'y a pas d'avantage à en tirer, ni n'agite lorsqu'il n'y a rien à gagner, ni ne combat lorsque le danger n'est pas présent. Les armes sont des instruments de mauvais augure et la guerre est une affaire dangereuse. Il est indispensable d'éviter une défaite désastreuse. Il n'est donc pas utile de mobiliser une armée pour des raisons insignifiantes. Les armes ne doivent être utilisées que s'il n'y a pas d'autre recours. Un gouvernement ne doit pas mobiliser une armée par colère, et les chefs militaires ne doivent pas provoquer la guerre par colère. Agissez lorsque c'est bénéfique, sinon abstenez-vous. La colère peut se transformer en joie, et la rage peut se transformer en plaisir, mais un peuple détruit ne peut renaître, et la mort ne peut pas se transformer en vie. En conséquence, un gouvernement éclairé prête attention à tout cela, et un bon commandement militaire en tient compte. C'est ainsi que l'on maintient la nation en sécurité et que l'on préserve son armée intacte. Chapitre 13. Sur la concordance et la discorde. Une opération militaire représente un grand effort pour le peuple et la guerre, peut durer de nombreuses années pour obtenir une victoire d'un jour. Ainsi, échouer à connaître la situation des adversaires en économisant sur les dépenses pour enquêter et étudier l'opposition
est extrêmement inhumain et n'est pas typique d'un bon chef militaire, d'un conseiller gouvernemental ou d'un gouvernant victorieux. Par conséquent, ce qui permet à un gouvernement intelligent et à un commandement militaire avisé de surpasser les autres et de remporter des succès extraordinaires. C'est cette information essentielle. Cette information préalable ne peut pas être obtenue à partir de fantômes ou d'esprits, ni par analogie, ni découverte par des calculs. Elle doit être obtenue de personnes qui connaissent la situation. Il existe 5 classes d'espions: l'espion local, l'espion interne, l'agent double, l'espion liquidable et l'espion flottant. Lorsque tous sont actifs, personne ne connaît leur route. Cela s'appelle le génie organisationnel et s'applique aux dirigeants. Les espions locaux sont recrutés parmi les habitants d'une localité. Les espions internes sont recrutés parmi les fonctionnaires ennemis. Les agents doubles sont recrutés parmi les espions ennemis. Les espions liquidables transmettent de fausses informations aux espions ennemis. Les espions flottants retournent pour attirer leurs rapports parmi les fonctionnaires du régime ennemi. Parmi eux se trouvent ceux avec lesquels on peut établir un contact et qu'on peut soudoyer pour découvrir la situation de leur pays et déjouer tout plan contre toi. Ils peuvent également être utilisés pour semer la discorde et l'harmonie. Par conséquent, personne dans les forces armées n'est traité avec autant de familiarité que les espions. Personne ne reçoit de récompense aussi grande qu'eux, et aucun sujet n'est plus secret que l'espionnage. Si les espions ne sont pas traités correctement, ils peuvent devenir des renégats et travailler pour l'ennemi. On ne peut pas utiliser les espions sans sagacité et connaissance. On ne peut pas se servir des espions sans humanité et justice. On ne peut pas obtenir la vérité des espions sans subtilité. C'est certainement une affaire très délicate. Les espions sont utiles partout. Chaque affaire requiert une connaissance préalable. Si une affaire d'espionnage est divulguée avant que l'espion n'ait informé, ce dernier et celui qui l'a divulguée doivent être éliminés. Chaque fois que vous voulez attaquer une armée, assiéger une ville ou attaquer une personne, faites connaître préalablement l'identité des généraux qui la défendent, de leurs alliés, de leurs visiteurs, de leurs sentinelles et de leurs serviteurs. Ainsi, faites en sorte que vos espions en sachant tout sur eux. Chaque fois que vous allez attaquer et combattre, vous devez d'abord connaître les talents des serviteurs de l'ennemi, et ainsi vous pouvez les affronter selon leurs capacités. Cherchez des agents ennemis qui sont venus vous espionner, soudoyez-les et incitez-les à se rallier à votre cause pour pouvoir les utiliser comme agents doubles. Avec les informations ainsi obtenues, vous pouvez trouver des espions locaux et internes pour les recruter. Avec les informations obtenues de cette manière, vous pouvez fabriquer de fausses informations en utilisant des espions liquidables. Avec les informations ainsi obtenues, vous pouvez faire en sorte que les espions flottants agissent selon les plans prévus. Il est essentiel pour un dirigeant de connaître les 5 classes d'espionnage, et cette connaissance dépend des agents doubles. Ainsi, ceux-ci doivent être bien traités. Seul un dirigeant brillant ou un général sage, qui peut utiliser les plus intelligents pour l'espionnage, peut être sûr de la victoire. L'espionnage est essentiel pour les opérations militaires et les armées en dépendent pour mener à bien leurs actions. Il ne sera pas avantageux pour l'armée d'agir sans connaître la situation de l'ennemi, et connaître la situation de l'ennemi n'est pas possible sans l'espionnage.